trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Chapon est avec nous ce soir, directeur de la gestion cotée et de la dette privée chez Arkea Asset Management. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être là, ravi de vous accueillir, ravi de retrouver Olivier Ringard à nos côtés également, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Thibaut Morel nous accompagne, analyste recherche action chez Silex. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Ravi de vous retrouver messieurs. Olivier, je le disais en introduction, effectivement le mois de mai est venu compléter un rebond qui avait été déjà largement engagé dans le sillage de Liberation Day et du rétropédalage historique de Donald Trump suite à la mise en place des tarifs réciproques. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rebond d'ailleurs des marchés actions en particulier, puisque les grands indices développés américains par exemple sont revenus très proche de leur sommet historique. Comment s'est fait ce rebond et est-ce que ce rebond, sur la partie action notamment, est un rebond légitime ? Bonne question. On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. D'abord en mettant ce rebond dans une perspective historique. Si vous regardez les marchés baissiers depuis la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, ce que l'on constate, c'est qu'on a deux types de marchés baissiers. Ceux qui sont puissants et longs, et ceux qui sont moins puissants et plus courts. Lorsqu'on a un marché baissier puissant et long, ça signifie généralement qu'on a une récession. Lorsqu'on a un marché baissier moins puissant et plus court, ça signifie que nous n'avons pas de récession. Et aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que le rebond des marchés est en train de nous indiquer que nous n'allons pas avoir de récession au cours des prochains mois aux États-Unis, puisque le marché américain a baissé d'à peu près 20% en l'espace de quelques semaines par rapport à son point haut. Et depuis, ce marché américain a repris une vingtaine de pourcents par rapport à son point bas, et ce, sur une période de temps relativement courte. Donc, premier élément, le rebond des marchés d'actions est en train d'indiquer que nous n'aurons probablement pas de récession aux États-Unis. Deuxième élément, on s'aperçoit qu'on a quelques différences de mouvements entre les différents marchés et au sein des différents marchés. Donc entre les différents marchés, on constate par exemple que les marchés américains, le marché européen est légèrement en deçà de son point haut atteint au mois de février. Par contre, on a quelques marchés qui sont au-dessus des points hauts atteints en février, et quelques segments de la cote également qui sont au-dessus de ces points hauts. On pense aux marchés émergents, on pense au marché de la zone euro, on pense également aux mid et small cap de la zone euro. Ouais. Donc ce mouvement également valide plutôt l'idée que ce risque de récession est plutôt derrière nous. Alors est-ce qu'il est légitime ? L'histoire va nous le dire, évidemment, mais on est plutôt d'avis que le rebond que nous avons aujourd'hui est légitime, puisqu'on met de côté le scénario de récession pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme driver pour la suite ? On a écarté donc le risque d'une récession. C'est ce qui justifie effectivement ce rebond, avec un peu d'avance d'ailleurs sur certaines parties de marché, le DAX, les small caps, les émergents. Qu'est-ce qui nous reste comme catalyseur désormais devant, Olivier ? Il reste, à mon sens, deux catalyseurs. Le premier, c'est la résilience macro qui devrait se confirmer au cours de ces prochains mois et qui va permettre à la dynamique de bénéfices anticipée de se stabiliser. Celle-ci est pour l'instant relativement sous pression. Et le deuxième catalyseur devrait venir d'une stabilité de la partie longue des taux. D'accord. Taux qui sont relativement instables maintenant depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis quelques trimestres. Et une stabilité de la courbe des taux permettrait probablement d'alimenter le rebond que l'on voit sur les marchés d'actions. J'entends. Thibaut, comment vous avez analysé ce rebond des marchés actions, ou alors ce choc de début avril et ce contre-choc de quelques semaines qui ramène les indices quasi au sommet ? Est-ce que le rebond est légitime ? Comment est-ce qu'il s'est formé ? Et effectivement, est-ce que parmi les catalyseurs des marchés actions, il y a la condition à remplir d'une stabilisation des marchés obligataires ? Alors nous, effectivement,
l'interprétation qu'on en fait, c'est qu'on a vu des marchés baisser et remonter comme quasiment s'il ne s'était rien passé, en particulier sur la dynamique des anticipations de profit. On a une légère pression, c'est vrai, une pression de moins 3% aux États-Unis, des révisions de moins 3% sur à la suite des publications du premier trimestre. Oui, alors pas forcément à la suite des publications de trimestre, mais à la suite du Liberation Day, on a vu une pression sur les révisions de résultats qui est relativement modeste par rapport à l'ampleur des annonces, mais on s'y attendait. Moins 3%, c'est pour l'ensemble de l'année. C'est sur le S&P, sur 2025. Révision d'IPS S&P sur 2025. Ça peut paraître faible, mais c'est vrai que les analystes, généralement, bougent peu après des annonces aussi violentes. Et puis, on l'a senti pendant les résultats. Pendant les résultats, finalement, c'est comme si, parce que le Liberation Day est arrivé 2 semaines avant la saison des résultats, et les résultats n'ont pas tant fait bouger les marchés que ça. C'était vraiment du sentiment vis-à-vis de ce qu'allait faire Trump. Donc, on a quand même encore un de-rating sur quelques segments, en particulier la tech, qui n'est pas du tout revenu sur ses niveaux de valo de janvier, parce que non seulement on n'est pas revenu sur les plus hauts, notamment sur le Nasdaq, et en plus il y a eu de la croissance entre-temps. Est-ce que c'est légitime sur certains segments, en particulier la tech, on va voir comment les annonces qui ont été faites tambour battant ces derniers temps vont se concrétiser. Et s'il n'y a pas d'impact négatif sur les droits de douane. Bon. On évoquera le sujet spécifique de Nvidia avec vous et peut-être plus largement de la tech et des semi-conducteurs. Mais pour poursuivre le tour de table avec vous, Xavier, sur cette séquence, effectivement, le choc d'avril, le contre-choc avec des actifs risqués qui ont retracé en grande partie effectivement la baisse en quelques jours de début avril. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis, une des conditions à remplir étant une stabilisation des parties longues de courbe, qu'est-ce qu'on peut dire de la position des marchés obligataires aujourd'hui? Toujours un peu la même idée que les marchés actions et les marchés obligataires racontent pas forcément la même histoire au même moment, en tout cas, Xavier. Oui, absolument. En fait, en ce qui concerne les États-Unis, on a déjà une courbe des taux qui s'est fortement pontifiée, une partie longue de la courbe qui, s'est retrouvée sur des niveaux de 5% sur la zone 30 ans, 4,5% aujourd'hui sur la zone 10 ans, mais on a tapé quasiment les 5%. Donc de la volatilité liée évidemment à la situation budgétaire américaine. Il ne faut pas oublier que si on revient à 2007, on avait 9 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous sommes à 36 000 milliards de dettes aux États-Unis. Donc cette dette, il va falloir quand même pouvoir la gérer, pouvoir l'acheter. Les porteurs obligataires américains ont changé. Depuis cette période-là, nous avions des porteurs étrangers très importants, avec les Chinois qui étaient les premiers, avec les Japonais. Aujourd'hui, on est dans une configuration où la majorité de la dette est détenue par les Américains, même si les Chinois sont toujours présents et les Japonais aussi. Nous avons aussi des acteurs européens qui se sont positionnés sur la dette américaine. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir si ces acteurs-là ne vont pas faire le choix de sortir de la dette américaine, de sortir du dollar, comme ils l'ont déjà commencé à le faire depuis le début de cette année. Et là, on a véritablement un risque, parce que est-ce qu'on aura la possibilité de voir les acteurs américains racheter cette dette? Ça, c'est un premier point. En ce qui concerne la zone euro, on a une politique de banque centrale qui est évidemment différente de celle de la Fed, puisque la Fed, elle, a 2 objectifs, la croissance et l'inflation. Pour la BCE, ce n'est que l'inflation. La croissance est évidemment regardée, mais ce n'est pas le sujet de la Banque centrale européenne. On a eu une politique de baisse de taux qui a été significative, bien plus forte qu'aux États-Unis. À partir de ce moment-là, on voit bien qu'on a une repentification de la courbe des taux en zone euro. En revanche, ce qu'il faut aussi avoir en tête, encore une fois sur la partie longue de la courbe, évidemment la situation des États qui est problématique, comme aux États-Unis, une dette très importante, l'Allemagne qui fait un choix d'investissement significatif avec les 500 milliards sur un certain nombre d'années, à la fois sur l'armement et les infrastructures, mais aussi une politique qui va jouer aussi sur les fonds de pension. Il faut avoir aussi en tête que les Hollandais sont en train de changer leur politique sur les fonds de pension, avec un effet qui pourra être très important sur la partie longue de la courbe. On part de prestations définies vers des cotisations définies. À partir de ce moment-là, en fait, les investisseurs sur les fonds de pension vont devoir réduire leur duration et donc vendront la partie longue de la courbe des taux. Et ça, c'est un véritable risque. L'équilibrage actif-passif se fait plus de la même manière. Exactement. Donc là, on a également un risque sur la zone euro. Sur la demande concernant les treasuries, qu'est-ce que vous dites? Parce que se retirer des treasuries, enfin, ne plus acheter de treasuries aujourd'hui,
à 5% sur du 30 ans, c'est quand même des rendements qui peuvent se regarder, j'imagine. Notamment quand on a des horizons d'investissement très longs, par exemple, dans des mandats assurantiels. Xavier, c'est votre cas, chez Arkea AM. Et même question pour le Japon. Enfin, sur du 30 ou 40 ans japonais, on a des taux qui auraient fait rêver n'importe quel assureur japonais, en l'occurrence, il y a encore quelques années. Il y a bien un moment où ces prix de marché, où ces rendements vont réattirer une partie de la demande quand même. Alors pour les États-Unis, en ce qui concerne les investisseurs domestiques, oui, mais c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Ouais. On a eu quand même des mouvements de taux qui ont été assez importants, où la partie longue de la courbe a été achetée par les investisseurs institutionnels. La question aujourd'hui... Ça inclut la Fed, hein, quand vous parlez des investisseurs domestiques. Ça inclut la Fed, sachant que la Fed est en train de réduire son bilan, moins rapidement que la zone euro, mais néanmoins c'est le cas. Donc il y a un problème de réinvestissement de la Fed sur la dette américaine. Et est-ce que nous avons la capacité de la part des fonds de pension américains et des sociétés de gestion américaines d'investir sur la dette américaine et en particulier sur la partie longue? C'est un véritable point d'interrogation. Et aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question. On a eu Moody's qui a baissé la note des États-Unis la semaine dernière. Ils ont suivi Fitch et S&P qui l'avaient fait déjà depuis un certain temps. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a vraiment une dette américaine qui n'est plus AAA, très clairement, et avec un déficit significatif et une politique du gouvernement qui pose question. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou pas, qui se posent la question de savoir si c'est un investissement favorable d'aller sur la partie longue de la courbe des taux. En revanche, pour les étrangers, c'est quelque chose d'un petit peu différent du fait de la baisse du dollar. Voilà. On a un dollar à 1,13. Donc potentiellement, ça peut être de nouveau intéressant pour des investisseurs européens si l'on considère que ce mouvement de baisse du dollar touche à sa fin. J'entends. Voilà. J'entends. Est-ce qu'on va reparler de répression financière ? Parce que, question de la demande pour les treasuries, on voit d'ailleurs dans le plan de Trump, il y a la partie dérégulation et notamment dérégulation bancaire qui arrive. On va baisser certains ratios techniques de leviers supplémentaires qu'on a exigés de la part des banques américaines suite à la grande crise financière. Baisser ce levier de ce ratio, ça doit permettre aux banques d'avoir plus d'espace de bilan pour venir soutenir, par exemple, un marché comme celui des treasuries. Est-ce que c'est un exemple de ce qu'on aura en matière de répression financière dans le monde qui nous attend là ? Oui, je pense que de la part de toute façon, l'objectif, à mon sens, de Trump, c'est de voir les taux baisser et de voir le dollar baisser. Donc dans cette configuration-là, c'est exactement ce qu'il souhaite. Et il poussera pour qu'on puisse déréguler un peu plus. Et donc domestiquer encore plus la dette. La dette. Il ne veut pas être dépendant des étrangers. Olivier, répression financière, c'est un mot qui revient. Alors ça peut être aussi contrôle de la courbe des taux. Enfin, l'arsenal de répression financière peut être vaste. Sur la répression financière, il y a la répression financière douce. Donc c'est effectivement le jeu de la réglementation et ce que vous avez avancé, à savoir le changement de règle sur le ratio de levier, puis on a la répression forte qui sera potentiellement le contrôle de la courbe des taux. Et là, on va se plonger dans nos bouquins d'histoire et on regardera que la Fed a déjà fait un contrôle de la courbe des taux en 1942, mais c'était 1942, donc il faudrait quand même des conditions exceptionnelles pour que la Banque centrale américaine cède à cette répression financière forte. Un mot tout de même sur les incertitudes ou les inquiétudes que l'on a sur les ratios d'endettement des États. Je pense que ces ratios d'endettement, ils sont bien connus. Ce sujet n'est pas nouveau. On se, aujourd'hui, concentre sur ce qui se passe sur le taux 10 ans américain et sur le taux 30 ans américain. Mais quand on regarde le différentiel de taux 10 ans américain, 30 ans américain versus 10 ans allemand, 30 ans allemand, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc la question que je me pose et que l'on se pose est la suivante, c'est est-ce que ce phénomène de remontée des taux longs américains est-il principalement expliqué par cette incertitude sur l'endettement américain? Pas nécessairement. On aurait plutôt tendance à penser qu'on a d'abord une révision assez substantielle des anticipations de baisse des taux de la Banque centrale américaine,
qui était quand même assez forte en début d'année. On a en Europe potentiellement une croissance qui va être plus dynamique, en particulier en Allemagne. Et puis on a enfin cette fameuse prime de terme, qui est un élément un peu technique que les économistes aiment bien employer. Il y a le taux neutre, il y a la prime de terme, il y a des trucs comme ça. Voilà, prime de terme, mais qui est l'élément suivant, qui est de dire on a potentiellement pour les années à venir une incertitude plus forte sur ce que sera le régime économique des différents pays, et en particulier des États-Unis. Et dans le régime économique, on a la croissance et l'inflation. Et avec ce qui se passe sur cette guerre commerciale, on a notre deuxième choc d'inflation en l'espace de quelques années, ce qui signifie qu'on est en train d'intégrer un élément d'incertitude sur ce régime d'inflation, ce qui peut expliquer, en tendance, l'augmentation des taux longs. Et c'est donc bien un phénomène global. C'est pas juste un phénomène américain, idiosyncratique, lié à une conduite particulière de la politique américaine, un niveau d'endettement, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on observe aussi au Japon des tensions significatives sur les parties super longues. J'aurais plutôt tendance à considérer que c'est un phénomène global, et c'est un phénomène qui va perdurer. Qui va perdurer parce que la prime de terme est probablement appelée à continuer de monter. Deuxième élément, et elle va continuer de monter, alimentée par cette question sur l'équilibre entre l'investissement et l'épargne. On sait qu'on a des besoins d'investissement très importants au cours des années à venir sur un certain nombre de sujets, donc la transition énergétique, la défense en Europe. Et dernier élément, on est dans un mouvement de fragmentation économique et financière. Et donc on aura probablement demain une course à l'épargne et une compétition à l'épargne qui va sans doute alimenter le fait que les taux longs, en tendance, vont continuer de monter. Mais le cycle restera le cycle. Oui. Et donc le cycle aura toujours probablement des impacts sur l'évolution des taux longs. D'accord avec l'idée, Xavier, que structurellement, les prix, les points d'équilibre ne sont pas encore trouvés, que ces courbes de taux souveraines vont encore sans doute se pontifier. C'est ça le sens Oui, tout à fait. Mais je rejoins Olivier. De toute façon, je pense que c'est un phénomène global. On a véritablement une pontification de la courbe des taux qui s'explique à la fois par des phénomènes économiques globaux qui se passent actuellement, mais également aussi par des évolutions de réglementation, comme je le disais tout à l'heure, par des politiques de banque centrale qui évoluent aussi aujourd'hui, et avec des risques qui ne sont pas encore véritablement quantifiés, qui, évidemment, sur le long terme, impactent la partie longue de la courbe. Il y a un niveau de taux optimal pour les marchés actions Thibaut, non, mais il y a un moment où ça fait mal, il y a un moment où les marchés actions sont aussi dépendants de ces mouvements de courbe de taux. Oui, on l'observe particulièrement. Alors, la corrélation entre les taux et les actions, en particulier les actions très sensibles, qui ont des cash flows pondérés très loin dans le temps. On parle d'actions de croissance dans la tech. Elles peuvent être sensibles à certains moments, mais si la corrélation à long terme est plus délicate à prouver. Et ces derniers temps, on l'a observé quand il y avait un petit peu moins de flux d'actualité et qu'on voyait les taux, notamment US 10 ans, repasser au-dessus des 4,50, on revoyait une corrélation inverse se matérialiser entre les deux. Donc, on sent que quand on passe certains seuils psychologiques comme cela et qu'il y a moins d'informations fondamentales, ça fait un petit peu mal sur les actions. Ouais. Sur le choc tarifaire et le risque d'un nouveau choc de prix, alors je ne sais pas, est-ce qu'on appelle ça un choc inflationniste, est-ce que c'est un choc de prix qui se dissipera dans le temps? La question étant, à l'issue notamment des publications des grandes entreprises pour le premier trimestre, comment est-ce que vous voyez se répartir cette charge tarifaire? Les entreprises ont beaucoup communiqué là-dessus. Est-ce qu'il y a quel type de stratégie est-ce qu'elle s'offre à elle aujourd'hui, dans un contexte qui est plus celui de 2022, où les Américains vivaient avec des chèques, un niveau d'épargne qui était quand même substantiellement élevé, et une demande qui était magnifiée, j'allais dire, par tous les plans de soutien, à commencer par les plans américains. La situation est un peu différente aujourd'hui. Oui, tout à fait. Peut-être une stratégie potentielle, parmi d'autres pour les entreprises, ce serait d'éclater la charge de cette inflation sur le reste du monde. Pourquoi ? Parce que
toutes les entreprises au monde ont besoin du consommateur américain, qui est un consommateur très important. Et certainement qu'une partie de ces entreprises est prête à sacrifier un petit peu d'autres consommateurs pour garder captif. Garder accès à ce marché-là. Donc très concrètement, partager la hausse des prix, peut-être entre les Américains et les Européens. Ça peut être une stratégie qui peut être envisagée pour... Donc pour pas monter à 100% les prix sur le marché américain, je vais les monter un peu partout et chacun paiera sa part. Exactement. Donc finalement, peut-être que les droits de douane de Trump pourraient être un impôt sur tous les consommateurs, notamment européens et peut-être d'autres aussi. Ouais. Mais avec du coup un choc inflationniste peut-être moins concentré, exactement, plus dilué et plus diffus à l'échelle de la planète. Sur ce choc de prix, d'ailleurs, comment vous le caractérisez? Parce qu'on n'a encore rien vu, Xavier. Alors, on voit beaucoup de choses dans les enquêtes de sentiment. On n'a pas encore vu dans les chiffres réels. On a eu la marque d'inflation d'avril aux États-Unis qui ne montre rien de ce qui pourrait se passer demain. Comment est-ce que vous voyez les choses se matérialiser Alors, en fait, avec quelle intensité également? Pour les entreprises américaines et pour les États-Unis en particulier, tout dépendra véritablement de ce que les sociétés vont vouloir mettre en place. Il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est que avant l'annonce de Trump, les entreprises américaines s'attendaient à ces droits de douane. Donc elles ont stocké. Donc elles ont acheté évidemment à des prix inférieurs et ça ne se retrouve pas donc aujourd'hui dans les prix actuels. La vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'elles vont transformer aujourd'hui les prochains achats. On a eu un certain nombre d'annonces d'entreprises qui ont dit qu'elles allaient transmettre cette hausse des prix dans les prix finaux. D'autres ont annoncé qu'elles en prendraient une partie. Je pense que ce sera véritablement en fonction de leur capacité à pouvoir transmettre en fait cette hausse des prix. C'est le positionnement de chaque entreprise, sa capacité de fixation des prix qui va déterminer la stratégie. Absolument. Mais quoi qu'il en soit, on aura une inflation à venir aux États-Unis qui va impacter, quoi qu'il en soit, la croissance, qui va impacter potentiellement aussi l'emploi. Donc c'est à regarder de très très près dans les prochains mois. Alors après, on a eu une politique migratoire américaine qui peut-être peut avoir d'autres effets, mais néanmoins, on peut avoir ce risque-là pour les entreprises de moins embaucher, d'être plus regardantes et donc d'impacter la croissance américaine. Est-ce que c'est une situation qui va faire sortir la Réserve fédérale américaine de sa pause rapidement ou C'est une question pour Xavier. À l'inverse. Bah oui, mais bon, je suis tourné vers vous, Olivier. Non, mais on pourra écouter Xavier à ce sujet. Mais qu'est-ce qui va faire sortir la Réserve fédérale américaine de sa pause? Qu'est-ce qui va faire sortir la Réserve fédérale américaine de sa pause? Alors Xavier, qu'est-ce qui va faire sortir Probablement pas grand-chose à court terme. Ouais. D'accord. Nous considérons que la Banque centrale américaine ne va pas bouger avant la fin de l'année et ne bougera que l'année prochaine, le temps que l'économie américaine digère ce petit choc stagflationniste, le temps de s'assurer que les anticipations d'inflation reviennent un peu à la normale, et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de forte détérioration du marché de l'emploi. Et la Banque centrale américaine ne bougera que si on a un durcissement durable des conditions financières, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, ou une forte détérioration des conditions du marché de l'emploi américain. Oui. Bon, d'accord avec l'idée que la pause va durer, sans doute toutes choses égales par ailleurs, mais qu'elle va durer encore sans doute un peu plus. En 2026, je m'attends à ce quand même ils agissent avant. Malgré tout, on a quand même un message qui est quand même assez fort, qui vient de la Cour suprême, qui, d'une certaine manière, préserve les membres de la Fed. C'est un élément important. On a mis une muraille autour de la Réserve fédérale américaine et du statut, notamment des directeurs de la Réserve fédérale. Je pense qu'au moins à ce niveau-là, ils vont se sentir indépendants dans leur prise de décision. Mais oui, les facteurs qui les amèneront à prendre cette décision de baisse ou pas des taux, ce sera évidemment l'emploi et la détérioration globale de l'économie. Voilà. Si ça ne se traduit pas, ils attendront, ils n'ont aucune raison de le faire. On est sur des niveaux de taux directeurs qui sont tout à fait acceptables aujourd'hui. Et la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine à partir de mars 2026, on aura le temps d'en reparler, mais ce sera un sujet à un moment, Xavier ? Oui. Avec un nouveau gouverneur nommé par Donald Trump à la suite de Jérôme Powell. Tout ça nous amène à Nvidia, pas du tout, mais on va quand même parler de Nvidia avec vous, Thibaut. Donc la dernière fois, vous étiez venu après les résultats, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ce qui était plus facile.
Là, c'est avant. Là, on est à quelques heures de la publication de Nvidia. Quels sont les enjeux de la publication de Nvidia, sachant que les dernières publications étaient déjà accueillies avec un peu moins d'enthousiasme que ce qu'on a connu au cours des dernières années. Hein. Ouais. Oui, on sent qu'il y a une sorte d'habitude qui se crée avec Nvidia. On s'habitue très vite à des choses très impressionnantes. Pour peut-être replacer un petit peu dans le contexte, en ce moment sur Nvidia, on est vraiment à un moment charnière où les marchés testent une hypothèse. On sentait déjà que c'était un petit peu ça il y a 3 mois, mais là c'est d'autant plus vrai. Ils vont tester l'hypothèse suivante, c'est est-ce que l'IA va vraiment prendre une importance aussi grande que ce qu'on imagine, grande que ce qu'on nous a vendu. Oui, exactement. Est-ce que ça va réellement se diffuser dans l'économie? Quelle va être l'échelle de cette nouvelle industrie, en quelque sorte, qui se crée? Et ils sont vraiment, en termes de développement technologique, on est vraiment à la charnière. On est vraiment à la charnière, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'IA, c'était des chatbots avec qui on parlait, mais ça n'avait pas beaucoup d'utilité. Il y a quelques utilités, il y avait pas mal de cas d'usage quand même, mais en environnement professionnel, c'était légèrement limité. Il y a quelque chose qui change, qui est en train de changer petit à petit, c'est l'avènement des agents qui sont en train d'arriver, qui sont des sortes de collaborateurs en devenir des employés. Et ça pourrait permettre à la technologie de changer d'échelle. On voit que le développement de ces agents entame vraiment une accélération. Aujourd'hui, en particulier. Donc de l'IA sur mesure, avec un objectif défini, notamment dans un cadre professionnel. Exactement, l'augmentation de la productivité. Et Nvidia, ils sont un peu pris dans cette histoire aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils vont annoncer, en particulier sur la deuxième partie d'année, et peut-être commencer à donner des perspectives sur 2026, va être particulièrement crucial. C'est ce que, à mon avis, les analystes vont essayer d'évaluer. Ça, c'est le contexte général. Puis après, il va y avoir des choses auxquelles les marchés vont être très attentifs. Nous, on pense chez CIEX que c'est un petit peu moins important. Ça va être, par exemple, les exportations à la Chine. Parce que Trump a fait beaucoup d'annonces sur les restrictions d'exportation. Nvidia a passé une charge parce qu'il ne pouvait plus vendre le fameux modèle H20. On a aussi des rumeurs qui disent que Nvidia s'apprête à relancer un produit sur le marché chinois qui serait cette fois-ci en conformité avec les exigences du gouvernement américain. Donc il y a un potentiel de surprise là-dessus. Mais à confirmer. On n'est pas d'accord. Non, c'est pas joué encore. Donc il y a un réel enjeu là-dessus et les marchés vont être attentifs à ça. Et puis après il y a toujours ces problèmes de production, parce que là on parle beaucoup de demande, mais il y a aussi la production qui est pas innée dans le semi-conducteur, et notamment le ramp-up, la montée en puissance de la production des nouvelles puces, les GB200. Ouais. Sur les restrictions d'exportation, je veux dire, le cadre est fixé, ou est-ce que, comme le cadre tarifaire, c'est quelque chose qui peut évoluer encore un peu, beaucoup? Est-ce que Jensen Huang, il a de la visibilité sur ce cadre dicté par l'administration actuelle américaine? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la volatilité sur ce cadre, parce qu'on a à la fois un resserrement sur la Chine, et d'autre part, on a un retournement complet de la jurisprudence Biden sur d'autres pays comme le Moyen-Orient. Bien sûr. Avec des contrats gigantesques. On a vu la grande tournée de Trump dans la région. Ah oui, avec des contrats vraiment gigantesques qui sont annoncés. C'était aux Émirats Arabes Unis où ils annonçaient un data center de 5 gigawatts. On estime que ça représente entre 15 et 20 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires pour Nvidia. C'est une bagatelle aujourd'hui, on va dire, pour le groupe, vu la taille de son chiffre d'affaires, mais quand même, c'est significatif. Donc il y a quand même une certaine volatilité de ce point de vue-là, d'autant plus qu'en ce moment, il y a beaucoup d'auditions qui sont en cours au Sénat américain, où on sent toute l'influence de la tech sur les politiques américaines. Notamment, on sent que la voix des leaders de la tech porte sur le fait qu'il faut que la tech américaine soit présente à l'étranger pour pas qu'elle soit remplacée en particulier par de la tech chinoise. Et donc, on sent qu'ils commencent à comprendre un petit peu qu'il faut qu'il y ait un compromis. Ils ne peuvent pas, s'ils veulent garder leur hégémonie, juste couper le monde de leur tech. Ça va être remplacé par quelqu'un d'autre. La nature a horreur. Le standard technologique doit être édicté par des entreprises américaines. Exactement. Et donc, la volatilité se trouve certainement autour de ce compromis qui est à trouver entre limiter la progression de la Chine du point de vue américain et en même temps ne pas la couper totalement pour qu'elle prenne son envol elle-même.
Sur les agents IA et j'allais dire la vision que Jensen Huang a de Nvidia demain, ça reste une boîte de hardware avant tout, ou ça devient aussi une plateforme justement qui va générer ces modèles, ces agents, etc. Ça change complètement le business model, j'imagine. Ça change tout le business model et Nvidia, finalement, l'ambition de Nvidia, c'est de ne plus être une boîte de hardware et aujourd'hui, c'est déjà en train de changer. La perception des investisseurs n'a clairement pas changé aujourd'hui et c'est normal au vu du de la carte graphique. Hein. Et ça on l'a tous appris. Exactement. En revanche, c'est une boîte qui est vraiment en train de changer. De muter totalement. Non seulement parce que ce qu'elle vend aujourd'hui, c'est pas des puces. C'est d'abord un écosystème de développement sur ces puces qu'on appelle CUDA, qui est un des écosystèmes les plus puissants aujourd'hui parmi les développeurs. Et puis au-delà de ça, ils ont quand même une stratégie de verticalisation de leur business model. Ils intègrent verticalement la chaîne de valeur. Par exemple, c'est aussi un fabricant de modèles d'IA, Nvidia aujourd'hui. Et ils comptent bien vendre ces modèles là où ils sont très en pointe, par exemple. Le fait d'être très bon sur les GPU, ça leur donne, j'allais dire, une longueur d'avance sur la fabrication de modèles, ou c'est deux choses complètement différentes? Alors déjà, ils maîtrisent les puces, donc effectivement, ils ont un petit peu d'expertise sur comment les utiliser de manière optimale. Et puis, vu les cash flows qu'ils dégagent par la vente de ces puces, ils peuvent aussi investir dans du software. Là où ils font des percées en ce moment, c'est sur tout ce qui va être digital twin, donc répliquer virtuellement un monde. Les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, en bon français. Dassault Systèmes en parlait avant eux. Effectivement, c'est pas nouveau. Mais ils sont en train de faire des progrès pour entraîner notamment les robots humanoïdes qui seront une révolution. Ah oui, il l'a dit ça. Plusieurs années. Ouais. Il a dit que c'était la nouvelle frontière, ça. Oui, ça a marché, qui a été très important. Bon, du coup, c'est cher ou c'est pas cher? Alors, si on parle un petit peu de chiffres, effectivement, si on parlait de révision d'IPS tout à l'heure, sur Nvidia, et quelque chose qui s'est passé après Trump, c'est que les analystes ont vraiment arrêté de réviser les IPS, là où d'habitude, ils révisent régulièrement à la hausse leurs IPS. Donc on arrive sur un consensus un peu moins exigeant. On arrive sur une valorisation beaucoup moins exigeante que précédemment. Hein. La moyenne historique 30 ans de Nvidia, qui génère sur 30 ans 15% de croissance par an en moyenne, c'est 35. Aujourd'hui, ils sont à 28 fois le PE forward pour une croissance estimée de presque 50% sur l'année. Donc c'est beaucoup moins cher en facial qu'avant. Et c'est là où on voit que le marché il teste vraiment cette hypothèse. Bon, réponse tout à l'heure. Effectivement, au-delà de ça, la tech, oui, produit encore des résultats, des croissances à 2 chiffres de ces résultats. Il n'y a pas de doute là-dessus au regard des publications qu'on a eues au premier trimestre. Nous, c'est vraiment ce qui nous a surpris, c'est la résilience finalement de la tech. Et vous dites c'est des boîtes qui sont peut-être même un peu moins chères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient sur les sommets précédents, avant les résultats qu'elles ont publiés. C'est ce qu'on observe, elles sont moins chères alors que leurs résultats sont assez impressionnants et elles font de la croissance sur les nouveaux segments. C'est-à-dire que l'IA, c'est pas seulement des investissements, aujourd'hui c'est aussi du ROI pour les plus gros, ce qui est généralement beau signe, et on voit une adoption qui explose de manière générale de ces outils-là. Donc oui, non, c'est pas forcément aussi cher qu'en début d'année. Ouais. Bon. Parlons un peu de logique d'investissement dans ce contexte, Olivier. Alors bon, il y a la tech américaine, il n'y a pas que ça, mais où est-ce qu'on a envie d'être placé aujourd'hui, d'être positionné, et est-ce qu'il y a un moment aussi où il faut revenir peut-être sur des valeurs, des grandes valeurs qui ont fait le succès du marché américain ces dernières années, ou est-ce qu'on est dans l'idée qu'il y a d'autres choses à faire là? Nous, ce qu'on a fait depuis le début de l'année, ce sont 2 choses. D'abord, on avait réduit les valeurs américaines et augmenté les valeurs européennes au mois de février, avec 2-3 facteurs explicatifs à cette décision. DeepSeek, un Trump qui montrait qu'il allait être probablement assez agressif, même si on n'anticipait pas du tout ce Liberation Day. Et enfin, une Europe qui donne quelques signes de réveil avec la boussole de la compétitivité de la Commission européenne. Et aujourd'hui, dans nos portefeuilles, on est assez équilibré entre actions américaines et actions européennes, ce que l'on n'était pas les deux dernières années. Deuxième élément, on vient de réduire quelque peu la voilure sur la partie action, après le rebond, considérant que depuis le début de l'année, on a des progressions, par exemple sur les marchés européens, qui sont assez nettement
positif, que les niveaux de valorisation se retendent quelque peu, en particulier sur le marché américain, où on se traite de nouveau autour de 22 fois les bénéfices, et qu'en conséquence de quoi, le profil rendement-risque à court terme, il nous semble quelque peu asymétrique pour les prochains mois. Et donc on a réduit la voilure sur la partie action de telle manière qu'on est à peu près neutre sur notre allocation action. Ensuite, si on essaye de se projeter sur le moyen terme, la grande question que l'on se pose, et vous avez apporté quelques éléments de réponse, c'est la suivante, c'est les grandes capitalisations américaines qui ont dominé le marché d'action mondial sur les 15 dernières années, peuvent-elles continuer à dominer le marché mondial sur les 10 prochaines années? Et à cette question, il est très difficile de répondre. Ça dépendra de cette dynamique de fragmentation et jusqu'où cette dynamique de fragmentation ira. Soit les autorités politiques américaines reviennent un peu sur leur ligne extrêmement dure et dans ce cas-là, potentiellement, les grandes capitalisations américaines vont continuer de dominer les débats, soit la fragmentation va se poursuivre. Et ces entreprises américaines deviennent des cibles pour des pays en négociation avec Trump. Deviennent des cibles et leur croissance future est appelée à ralentir fortement. Et donc, après-demain, on n'aura plus nécessairement envie de payer la tech américaine 25 fois, 30 fois les bénéfices, mais plutôt, pourquoi pas, 15 à 20 fois les bénéfices. Hein, rappelons-nous, en 2015, la tech américaine se payait 15 fois les bénéfices. Donc c'est probablement la grande question pour les prochains trimestres et les prochaines années. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Oui, bien sûr, le point d'interrogation est là devant nous, bien sûr. Bon, sur la partie investissement, Xavier, alors dans une gestion comme la vôtre, chez Arkea Asset Management, alors vous êtes le directeur de la gestion cotée, de la dette privée, vous avez des mandats assurantiels aussi avec des contraintes bien spécifiques, bien définies, j'imagine, Xavier. Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise aujourd'hui pour déployer des investissements? Alors si je parle de la partie assurantielle, si je parle déjà du passé, sur 2024, on avait véritablement fait le choix d'augmenter la part des titres d'État compte tenu de la hausse des taux et on avait fortement réduit le crédit, qu'il soit investment grade ou dans la partie haut rendement. Pour une bonne raison, c'est que les primes de risque ne payaient plus le risque. Voilà, ça c'était le premier élément. En 2025, on est dans une configuration un tout petit peu différente. On a des rendements obligataires qui, sur la partie des titres d'État, qui a relativement peu évolué, mais en revanche, on retrouve un tout petit peu de prime de risque sur les entreprises. On a de la volatilité, donc il y a de l'intérêt à revenir dessus. Le vrai sujet, c'est de savoir alors je parle vraiment de l'Europe parce que pour un mandat assurantiel, on n'est pas particulièrement sur les États-Unis ou alors on fait de la couverture, mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises américaines, en particulier Alphabet, a émis de la dette en euros pour 6 milliards contre 5 milliards de dollars américains en dette. Donc on voit bien que les entreprises américaines se repositionnent. Viennent chercher aussi le marché européen. Ils représentent aujourd'hui 30% du marché primaire sur le crédit depuis le début de cette année. Ça change complètement la donne. On a multiplié par 2 en fait les émissions obligataires d'entreprises américaines. Donc on voit bien qu'il y a quand même un mouvement de ces entreprises vers les autres zones pour différentes raisons, liées au dollar bien sûr, mais aussi par rapport à leur volonté de pouvoir être dépendants d'autres zones que des États-Unis. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que l'on regarde et je pense que le marché du crédit redevient intéressant. Pas encore suffisamment parce que les primes de risque sont encore très serrées, mais néanmoins, il y a de la valeur. Voilà. Sur la partie action? Sur la partie action, je rejoins complètement Olivier. Réduction du risque. On a également fait le choix, en fin d'année dernière, en début de cette année, de réduire la part américaine de façon assez significative. On a vraiment joué l'Europe. Aujourd'hui, on réduit à la fois l'un et l'autre. Et on préfère justement se positionner sur la partie obligataire. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier Chapon, Arkea Asset Management, Olivier Ringard, Neuflis OBC, Thibaut Morel, Silex étaient les invités de Planète Marché.